Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On reprend aujourd'hui la série de l'exploration des tachycardies supraventriculaires en s'intéressant cette fois-ci à une manœuvre diagnostique majeure qui est l'overdrive ventriculaire ou alors l'entraînement ventriculaire. Pour éviter les vidéos trop longues, on va parler de cette manœuvre en deux parties, en deux vidéos différentes. Avant de regarder cette vidéo, je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil à celle qui précède de la série, et notamment la vidéo de synthèse dont le lien s'affiche actuellement au haut de l'écran. Ici, ce qui nous intéresse donc, c'est les tachycardies supraventriculaires avec un rapport atrioventriculaire en 1 pour 1, donc une oreillette pour un ventricule. Et comme on l'a déjà vu, il y a trois diagnostics principaux dans ce cadre-là. C'est la tachycardie par réentrée intranodale, la tachycardie par réentrée orthodromique, ainsi que la tachycardie atriale. Jusque-là, on avait vu qu'il y avait quelques caractéristiques à rechercher et à observer pour pouvoir distinguer chacune de ces trois tachycardies. Ces caractéristiques, c'est principalement le rapport VA, le rapport entre le nombre de ventricules et le nombre d'oreillettes, l'intervalle VA sur le cathétéricien, donc la distance entre le ventricule et l'oreillette, qu'on distingue schématiquement en VA court ou VA lent, et enfin la séquence d'activation atriale, qu'elle soit concentrique ou qu'elle soit excentrique. Comme on l'a vu sur les vidéos précédentes, ces informations elles sont très utiles et souvent, à elles seules, elles permettent en fait de donner le diagnostic, d'obtenir le diagnostic. Malgré tout, il reste des situations où l'observation simple des caractéristiques de la tachycardie ne suffit pas. Typiquement, si on se met dans la situation d'une tachycardie avec un rapport d'un ventricule pour une oreillette, avec un intervalle VA qui est lent sur le cathéter ischien et une séquence d'activation atriale qui est concentrique, on voit que les trois diagnostics restent possibles, que ce soit la tachycardie par réentrée intranodale qui serait à ce moment-là atypique, que ce soit la tachycardie par réentrée orthodromique qui serait à ce moment-là en utilisant un quinte septal au droit, ou une tachycardie atriale. Et donc, à ce moment-là, il nous faut d'autres éléments, il nous faut d'autres outils pour pouvoir obtenir le diagnostic. Il s'agit typiquement de cette situation où vous avez une tachycardie à QRS fin, un rapport d'un ventricule pour une oreillette, vous voyez un ventricule, une oreillette, un ventricule, une oreillette, et on voit sur le cathéter du IS, donc l'oreillette est ici, que le VA, entre le début du V jusqu'au A, il est probablement long, il est supérieur à 70 millisecondes, et on voit également que l'activation atriale elle est concentrique, avec une première activité atriale sur le IS, puis sur le sinus proximal, puis sur le sinus moyen, puis sur les sinus distales. Donc, dans ce cas de figure-là, on peut avoir les trois diagnostics. Ça peut être une tachycardie par réentrée intranodale atypique parce que ça serait une remontée par une voie lente qui explique d'une part pourquoi le VA serait lent et d'autre part l'activation atriale concentrique du IS vers le sinus coronaire distal. Le diagnostic, ça peut être aussi une tachycardie par réentrée orthodromique avec une voie accessoire qui serait droite ou qui serait septale, ce qui expliquerait encore une fois pourquoi la remontée de l'influx se fait de manière concentrique du IS vers le sinus proximal, puis moyen, puis distal. Et enfin, il peut également s'agir d'une tachycardie atriale à droite ou d'une tachycardie atriale avec un foyer qui serait septal, où cette fois-ci, cette activité atriale, en fait, elle ne serait pas une activité atriale rétrograde, mais ça serait la vraie première activité atriale avec un PR qui serait long en tachycardie. Plusieurs manœuvres existent pour distinguer ces tachycardies, et si on a une à connaître et à maîtriser avant tout, c'est bien l'entraînement ventriculaire. Le principe ici, c'est d'entraîner la tachycardie en stimulant plus rapidement dans le ventricule et de regarder ce qui se passe aussi bien pendant l'entraînement qu'à l'arrêt de l'entraînement ventriculaire. Je vous mets également en haut de l'écran un lien sur ma vidéo sur l'entraînement qui rappelle les bases théoriques de cette manœuvre en général et pas forcément dans le cas spécifique de la tachycardie supraventriculaire. Pour comprendre l'intérêt de cette manœuvre, on va regarder pour chacun des diagnostics ce qui se passe quand on effectue cet entraînement ventriculaire. Et on va donc commencer par une tachycardie par réentrée intranodale atypique avec un VA lent et un cycle de la tachycardie dans cet exemple qui est de 390 millisecondes. L'idée c'est de stimuler à travers la sonde ventriculaire droite à un cycle environ 20 à 30 millisecondes en dessous du cycle de la tachycardie. Donc ici on va stimuler à 370 millisecondes et quand on va stimuler le ventricule ici à 370 millisecondes, on va avoir une remontée de l'influx par les voies nodoïciennes, ce qui va permettre, in fine, de capturer la tachycardie et de l'entraîner, c'est-à-dire de l'accélérer à la fréquence de la stimulation. On va regarder ce qui se passe sur la baie d'électrophie. Donc on a effectivement une tachycardie d'un cycle de 390 millisecondes, on va stimuler le ventricule, vous voyez des QRS
stimulée à 370 millisecondes. Et pour s'assurer qu'on entraîne bien la tachycardie, qu'on a entraîné l'oreillette, on s'assure que l'oreillette s'est aussi accélérée à la fréquence de stimulation, ce qui est bien le cas ici. Vous voyez que, par exemple, sur le sinus moyen, on voit que les oreillettes ont été accélérées à 370 millisecondes, et donc on a bien entraîné la tachycardie, on a bien entraîné les oreillettes. On stimule donc en continu et on va s'intéresser à ce qui va se passer quand on va arrêter de stimuler. Sur la dernière stimulation, donc on a une dernière stimulation ventriculaire droite, cette dernière stimulation ventriculaire droite va donner un influx qui va pouvoir remonter par les voies nodoïciennes, activer l'oreillette, ici, et ensuite, cet influx-là, comme la tachycardie continue de tourner, qu'elle n'a pas été arrêtée, cet influx-là va pouvoir redescendre par la deuxième voie nodale, réactiver d'une part le ventricule, et d'autre part, réactiver l'oreillette, et la tachycardie va pouvoir repartir à sa fréquence avant qu'on l'ait stimulée par le ventricule. Sur la baie d'électrophysiologie, le dernier spike ventriculaire, il est juste là, et cette dernière stimulation ventriculaire, elle va pouvoir remonter et donner une dernière activité atriale entraînée qui est celle-ci. Pour s'assurer que c'est bien celle-ci la dernière activité atriale qui est entraînée, il suffit de mesurer les cycles entre les différentes activités atriales. Ici, on voit que entre cette activité atriale-là et cette activité atriale-là, on a 370 millisecondes, ce qui correspond au cycle de stimulation ventriculaire, alors qu'entre cette activité atriale-là et cette activité atriale-là, on a 390 millisecondes, ce qui est le cycle de la tachycardie spontanée. Donc, on est certain que la dernière oreillette qui est entraînée par la stimulation, c'est celle-ci, c'est celle qui est accélérée à 370 millisecondes. On a vu aussi que cette dernière activité atriale entraînée, ensuite, elle va pouvoir réactiver le ventricule en passant par le faisceau de His, ce qu'on voit ici. Ce A-là va passer par le His et puis activer le ventricule, et ensuite remonter vers l'oreillette par la voie lente, et la tachycardie va pouvoir continuer à tourner. Bon, dans le cas de l'analyse de l'entraînement ventriculaire, la première chose à faire, la chose qu'il faut faire en premier lieu, c'est de regarder, c'est de décrire, pardon, tout simplement les différents signaux qu'on rencontre après le dernier spike ventriculaire. Donc ici, typiquement, vous voyez qu'on a un dernier spike ventriculaire ici, on a une activité ventriculaire ici, donc on a une activité V. Après cette activité V, on a une activité A, juste là, et ensuite une autre activité ventriculaire juste là, et donc on dit que le cycle de retour ici, il est de type V, A, V. Si on veut être d'ailleurs un peu plus précis, on voit qu'entre cette oreillette-là et ce ventricule-là, on a une petite activité issienne, et donc plus précisément, la séquence de retour, elle est de type V, A, H, V. L'autre élément à regarder et à mesurer quand on fait un entraînement ventriculaire, c'est tout simplement le PPI moins le TCL, comme on l'a longuement vu dans les vidéos précédentes. Ici, ce PPI moins TCL, le PPI, pardon, c'est le temps entre le dernier spike ventriculaire et la première activation et la première activité ventriculaire spontanée, et elle est égale à 620 millisecondes, et donc le PPI moins le TCL, c'est 620 moins 390 millisecondes qui est le cycle de la tachycardie, et ici il est égal à 230 millisecondes. Ce chiffre il est considéré comme lent, puisque dans le cas des tachycardies supraventriculaires, la valeur seuil elle est de 110 millisecondes. Ça c'est logique, hein, parce que dans une tachycardie par réentrée intranodale, le ventricule ne fait pas partie du circuit, et donc le cathéter ventriculaire qui est ici, sur lequel on stimule, il est loin du circuit de tachycardie, et donc ce temps-là de 620 millisecondes, il correspond au temps pour que l'influx remonte du cathéter vers le circuit, qu'il fasse un tour de circuit, puis redescende vers le cathéter, et en fait le PPI moins le TCL, donc les 230 millisecondes, ils correspondent tout simplement au temps que met l'influx à faire l'aller vers le circuit, puis le retour vers le cathéter. Passons maintenant à la tachycardie par réentrée orthodromique dans le cas où la voie accessoire elle serait droite ou septale. Ici, l'exemple d'une tachycardie avec un cycle de 300 millisecondes, et on va donc stimuler comme tout à l'heure le ventricule droit un peu plus rapidement. Donc ici un cycle de 270 millisecondes, et ainsi on va entraîner la tachycardie qui va elle aussi tourner à 270 millisecondes. Vous avez compris, c'est comme tout à l'heure. Je vais de très nombreuses fois insister là-dessus, mais il faut absolument que
vous vous assurez que lorsque vous faites cette manœuvre, vous accélérez bien l'oreillette à la fréquence de stimulation ventriculaire pour pouvoir parler d'entraînement. Donc ici, on voit qu'on stimule le ventricule à 270 millisecondes, on voit que c'est le cas, mais il faut absolument s'assurer que les oreillettes, elles aussi, elles sont accélérées à la fréquence de stimulation, ce qui est bien le cas ici. Les oreillettes, elles sont à 270 millisecondes. Comme tout à l'heure, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe essentiellement sur la dernière stimulation ventriculaire. On retrouve donc une dernière stimulation ventriculaire juste ici, avec une remontée par la voie accessoire, puis cet influx qui est remonté par la voie accessoire, il va pouvoir redescendre par le nœud auricule ventriculaire, et la tachycardie va recommencer à tourner à son cycle habituel. Bon. Sur la baie, on voit un dernier ventricule stimulé qui est juste ici, et puis ensuite la tachycardie qui reprend à son cycle habituel de 300 millisecondes. Maintenant, comme tout à l'heure, il faut déterminer la dernière activité atriale entraînée par cette stimulation ventriculaire. J'insiste lourdement sur cette étape qui est essentielle et qui vous évitera d'éventuelles erreurs. Sur la baie, la dernière activité atriale qui est entraînée, il peut y avoir un doute ici, ça peut être celle-ci, ou alors ça peut être celle-ci. Bon, on a un peu de mal à croire que ce soit celle-ci la dernière activité atriale entraînée, puisque ça paraîtrait quand même assez curieux que la conduction du ventricule vers les oreillettes se fasse aussi rapidement, mais je vous ai dit, pour en être certain, il y a une méthode simple qui est celle de la mesure des délais entre les différentes activités atriales. La dernière activité atriale entraînée, elle dépend tout simplement de la stimulation ventriculaire droite. Et donc, elle sera au cycle de la stimulation. Alors que l'activité suivante, elle dépendra uniquement du cycle de la elle dépendra, pardon, de la tachycardie et elle sera au cycle de la tachycardie. Donc ici, on a la distance entre ces deux activités atriales, c'est 270 millisecondes. Et donc, cette activité atriale-là dépend de la stimulation ventriculaire droite. La distance entre cette activité atriale-là et cette activité atriale-là, le délai, c'est 270 millisecondes, et donc cette activité atriale-là dépend aussi de la stimulation ventriculaire, alors que le délai entre cette activité-là et cette activité-là n'est plus celui du cycle de stimulation, mais celui du cycle de la tachycardie. Donc cette oreillette-là n'est pas entraînée par le ventricule, mais elle dépend uniquement de la tachycardie. Et donc la dernière oreillette entraînée, c'est bien celle-là. Une fois qu'on a identifié la dernière activité atriale entraînée, comme tout à l'heure, on regarde la séquence de retour. Donc on a une dernière stimulation ventriculaire juste ici. Cette activité atriale-là, elle ne compte pas puisque ce n'est pas la dernière activité atriale entraînée. Cette activité atriale-là, elle dépend de ce ventricule-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe après ce ventricule-là. Donc ce qu'on a, c'est une activité V, celle-là, V, ensuite une activité A, et ensuite une activité V. Donc c'est une séquence de retour de type VAV, et comme tout à l'heure pour la tachycardie par réentrée intranodale, si on veut être encore plus précis, c'est une activité VAHV. La différence, c'est que contrairement à la tachycardie par réentrée intranodale, cette fois-ci, le ventricule, il fait bien partie du circuit, et donc le site de stimulation ventriculaire droit ici, il est tout proche du circuit, et donc le PPI moins le TCL, qui est égal ici à 390 millisecondes moins 300 millisecondes, il est à 90 millisecondes, il est court, il est inférieur à 110 millisecondes. Et c'est ça, c'est ce PPI moins TCL qui vous fera la différence entre tachycardie par réentrée intranodale et tachycardie par réentrée orthodromique. Pour ce qui est de la tachycardie atriale, comme il ne s'agit pas d'une tachycardie réentrante, la situation elle est un peu différente. En tout cas, quand on parle de tachycardie atriale focale, ce que je vous présente ici. Quand on stimule le ventricule droit un peu plus rapidement, par là, encore une fois, l'influx, s'il est conduit vers les oreillettes, va pouvoir activer les oreillettes un peu plus rapidement que ce que le faisait le foyer atrial qui déchargeait. Et donc, cette activité atriale un peu plus rapide, elle va, entre guillemets, inhiber ce foyer atrial qui va être mis en stand-by. Je vous rappelle, encore une fois, qu'on ne peut parler stricto sensu d'entraînement que pour les tachycardies par réentrée. À la fin de la stimulation ventriculaire droite, la dernière activité atriale entraînée ici, elle va donc activer l'oreillette et ensuite elle ne va pas pouvoir réactiver le ventricule puisqu'il n'y a pas d'autre voie pour redescendre. Les voies nodoïciennes, elles sont déjà réfractaires. Et donc cette dernière activité atriale entraînée, elle va entre guillemets s'éteindre, elle ne va pas pouvoir réactiver le ventricule. Et une fois qu'il n'y a plus d'influx atrial rapide qui inhibe
ce foyer atrial, ce foyer atrial, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se relancer, repartir, et il va pouvoir réactiver le ventricule, et la tachycardie va pouvoir reprendre son cours. On va regarder ce qui se passe sur la baie d'électrophysiologie, cette fois-ci, je vous le montre un peu dans le sens contraire, je vous le montre la tachycardie après la stimulation ventriculaire droite. Donc ici, on a bien une tachycardie à QRS fin avec un rapport VA en 1 pour 1. On a un ventricule pour une oreillette, un ventricule pour une oreillette, un VA qui est long avec une activité atriale qui est concentrique. Vous voyez que la toute première activité atriale, elle est probablement ici sur le IS et ensuite sur sinus 9, 10, 7, 8, 5, 6, 3, 4, puis 1, 2, et cette tachycardie atriale, elle est de cycle 420 millisecondes. Et donc cette tachycardie, juste avant, elle a été accélérée par le ventricule à un cycle de 340 millisecondes, qui est probablement un peu trop rapide, il y a trop de différence entre le cycle de stimulation et le cycle atrial, mais peu importe. Et vous voyez que la mesure des différents cycles atriaux, elle permet d'identifier la dernière activité atriale qui est accélérée. On voit que cette oreillette-là, elle est accélérée à 340 millisecondes, alors que cette oreillette-là, elle tombe à 420 millisecondes. Et donc la dernière activité atriale, c'est celle-là, c'est ce A-là. Ça, c'est la dernière activité atriale qui est entraînée, qui est accélérée au cycle de la stimulation. Ce qu'on voit ici, c'est que, comme je vous l'ai montré sur le petit schéma, on a un dernier ventricule stimulé, une dernière activité atriale qui est entraînée, et cette dernière activité atriale, elle s'éteint. En fait, elle ne peut pas aller réactiver le ventricule, et donc elle s'éteint. Et on voit à la suite de ça une activité atriale qui est différente de l'activité atriale rétrograde. Vous voyez la séquence d'activation de l'activité atriale rétrograde, elle est différente de cette activité atriale qui correspond en fait au foyer atrial qui est réactivé, et ce foyer atrial qui est réactivé, il va passer par le IS, activer le ventricule, et ainsi de suite, la tachycardie va pouvoir repartir. Ici donc, la séquence post-stimulation, post-dernière stimulation ventriculaire, elle est de type V, A, V, ou alors, plus précisément, de type V, A, H, V. Cette séquence V, elle est caractéristique de la tachycardie atriale. Si vous avez une séquence de retour de type VAAV, c'est sûr, c'est une tachycardie atriale, c'est certain. Et si vous avez un retour de type VAV, ce n'est pas une tachycardie atriale. Voici donc un schéma qui résume les différentes possibilités de cette overdrive ventriculaire. J'insiste sur l'importance de ces trois premières cases, puisque d'une part, cette manœuvre a un intérêt principal pour les tachycardies avec un rapport atrioventriculaire en 1 pour 1, avec un VA lent et avec une activation atriale qui est concentrique. Et s'il vous plaît, avant d'interpréter le cycle de retour, il faut que vous vous assuriez de la capture atriale, que l'oreillette a été bien accélérée au cycle de la stimulation et qu'à la fin de la stimulation, c'est bien la même tachycardie qui repart qu'avant la stimulation, puisque évidemment, si après votre stimulation ventriculaire droite, vous avez une tachycardie différente, vous ne pouvez pas interpréter. Une fois que vous êtes assuré de tous ces éléments, ensuite, l'interprétation elle est relativement simple. Si vous avez une séquence de retour de type VAAV ou alors plus précisément VAAHV, c'est une tachycardie atriale. Si vous avez un retour de type VAV ou alors VAHV, vous mesurez le PPI moins le TCL. S'il est court, inférieur à 110 millisecondes, c'est une tachycardie par réentrée orthodromique. S'il est lent, supérieur à 110 millisecondes, c'est une tachycardie par réentrée intranodale. Il s'agit donc d'une manœuvre très utile pour le diagnostic, mais qui nécessite d'être extrêmement prudent dans son interprétation pour ne pas se faire piéger. Le premier piège, le plus évident, c'est celui de la dissociation entre les oreillettes et les ventricules. Ici, on a une tachycardie avec un rapport 1 pour 1, je ne vais pas repartir là-dessus, et ce que on a, c'est une stimulation ventriculaire à 300 millisecondes, avec une bonne capture du ventricule qui sont effectivement accélérés à 300 millisecondes. Par contre, quand on mesure les cycles atriaux, ici on voit que les oreillettes ne sont pas du tout accélérées, les oreillettes elles sont encore à 350 millisecondes. Donc ici on ne peut pas parler d'entraînement de la tachycardie, on a tout simplement dissocié les oreillettes des ventricules et donc on ne peut interpréter ni la séquence de retour ni d'éventuels PPI. Le message ici c'est de toujours s'assurer, et j'insiste encore, de toujours s'assurer de la capture atriale en mesurant les cycles atriaux, surtout les tout derniers avant l'arrêt de la stimulation.
Malgré tout, cette dissociation entre les oreillettes et les ventricules sans arrêt de la tachycardie, elle n'est pas complètement inutile au diagnostic. Dans une tachycardie par réentrée orthodromique comme là, aussi bien l'oreillette que le ventricule font partie du circuit. On ne peut donc pas imaginer comment on peut stimuler le ventricule, le dissocier des oreillettes et que les oreillettes puissent continuer à tourner au cycle de la tachycardie, puisque pour que la tachycardie tourne, il faut l'association des oreillettes et des ventricules obligatoirement dans la tachycardie par réentrée orthodromique. Donc, si vous avez une dissociation atrio-ventriculaire quand vous simulez le VD sans que ça n'arrête la tachycardie, ça c'est sûr, ça vous les élimine de manière formelle la tachycardie par réentrée orthodromique. A contrario, dans une tachycardie atriale, la tachycardie elle est circonscrite dans l'oreillette et donc vous comprenez bien qu'on peut très bien stimuler le ventricule à une fréquence donnée, qu'on peut complètement avoir une dissociation entre le ventricule et l'oreillette sans que ça empêche l'oreillette de fonctionner, sans que ça empêche la tachycardie de se poursuivre. Et d'ailleurs, c'est un cas assez typique de ce qui se passe dans une tachycardie atriale. Pour ce qui est de la tachycardie par réentrée intranodale, le circuit il est effectivement uniquement dans le nœud et il est possible, théoriquement, de dissocier les ventricules des oreillettes. Néanmoins, si vous répétez cette manœuvre plusieurs fois, il est quand même très rare de ne pas réussir à entraîner les oreillettes. Donc en pratique, dans la pratique quotidienne, si vous avez, pendant une simulation ventriculaire droite, si vous refaites la simulation ventriculaire droite de manière répétée et que, de manière répétée, vous avez une dissociation entre les oreillettes et les ventricules sans que ça n'arrête la tachycardie, c'est un argument qui est extrêmement fort pour le diagnostic de la tachycardie atriale, sans que vous ne puissiez éliminer de manière formelle la tachycardie par réentrée intranodale. Le deuxième piège possible, c'est celui de l'interprétation de la séquence de retour. Donc cette situation, on l'a vu tout à l'heure, ou si on regarde rapidement, on se dirait que la séquence de retour elle est de type V, A, V, c'est une tachycardie atriale. Là, l'erreur, elle est due au fait qu'on aurait mal reconnu la dernière activité atriale entraînée. On a dit que si on mesurait les cycles, on voyait que la dernière activité atriale entraînée est celle-ci, donc cette oreillette dépend de ce ventricule-là, et donc, en fait, la séquence de retour, elle est plutôt de type V, a, V et non VA, AV. Ici, un autre exemple où il est facile de se faire piéger. On a une tachycardie de cycle 400 millisecondes, on l'accélère à un cycle de 340 millisecondes, et on voit que à la dernière stimulation, on a une stimulation ventriculaire ici, V, A, un deuxième A juste ici, puis V. Donc ça serait un cycle de retour de type V, A, V, qui serait en faveur d'une tachycardie atriale. Or, ici, c'est une erreur. Ce n'est pas une tachycardie atriale et je vais vous expliquer pourquoi. On l'a vu tout à l'heure, dans le cadre d'une tachycardie par réentrée intranodale, la dernière stimulation ventriculaire va donner un influx qui remonte, une dernière activité atriale conduite, et cette dernière activité atriale conduite, elle va redescendre pour activer le ventricule, ce qui explique cette séquence de retour de type V, A, V. Bon. Or, cet influx-là qui retourne activer le ventricule ici, il va aussi remonter vers l'oreillette pour réactiver l'oreillette pour que la tachycardie continue de tourner. Or, chez les patients qui ont une conduction HV qui est très lente, avec une conduction du IS vers le ventricule qui se fait très lentement, ou alors chez les patients qui ont une conduction HA qui est très rapide, en pratique, chez les patients qui ont une conduction du IS vers l'oreillette qui va beaucoup plus vite que du IS vers le ventricule, ce qui peut se passer, c'est qu'on ait effectivement un VA, l'influx tourne ici, arrive vers le IS, et avant d'activer le ventricule, on va avoir une remontée plus rapide, un deuxième A, puis enfin le ventricule, ce qui va donner une séquence de retour de type V, A, ça fait le tour, un deuxième A, puis V, ce qui donne un cycle de retour, une séquence de retour, pardon, VA-AV, ce qui fait que ce n'est pas différent d'une tachycardie atriale. Alors vous me direz, comment faire la différence? Dans une tachycardie par réentrée intranodale, cette séquence de retour, cette dernière activité atriale, cette dernière ventricule stimulée, il va être de type VA, l'influx va pouvoir descendre et dans tous les cas, il va pouvoir activer le IS avant de faire la remontée. Donc dans tous les cas, on va avoir un VAH. Puis après ce H là, en fonction des vitesses de conduction, soit un V, soit un deuxième A si le HA est plus rapide que le HV. Mais dans tous les cas, c'est V, A, H. Alors que tout à l'heure, dans une tachycardie atriale, ce qui se passe, c'est que le dernier ventricule
stimulé, il va donner une dernière activité atriale stimulée. Cette dernière activité atriale stimulée, elle ne peut pas redescendre, c'est ce qu'on a vu, et il faut l'autre activité atriale, le foyer atrial qui sort de son inhibition pour repasser par le IS. Et donc dans tous les cas, on aurait un V, A, le A qui est bloqué, puis un autre A avant le H. V, A, A, H. Là, dans cet exemple-là, vous voyez bien qu'on a un V, A, H avant la deuxième oreillette. Et donc, cette séquence de retour VAH, en fait, c'est un équivalent au VAV, et donc ce n'est pas une tachycardie atriale. Alors que l'exemple de tout à l'heure de la tachycardie atriale, vous voyez que la séquence de retour, elle est de type VAAH, et ce VAAH, c'est un équivalent au VAAV, et c'est cette séquence-là de VAAH qui est caractéristique de la tachycardie atriale. Maintenant que vous savez bien reconnaître le type de séquence de retour, vous pouvez quand même vous faire piéger sur la mesure du PPI moins TCL. Ici, on a une tachycardie de cycle 300 millisecondes qui est entraînée, ici, avec une séquence de retour. Vous voyez, un dernier ventricule, une dernière activation atriale entraînée, elle est juste là, je ne vous le mesure pas, mais croyez-moi sur parole. Une séquence de retour de type V, V ici, A, V, ou VAH si on veut être plus précis. Et on mesure un PPI qui est à 420 millisecondes, ce qui donne un PPI moins TCL à 120 millisecondes, 420 moins 300, ce qui est lent, et donc on a envie de dire c'est une tachycardie par réentrée intranodale, ce qui est complètement faux. D'où vient l'erreur? Ici, comme je vous le montre sur ce schéma-là, il s'agit d'une tachycardie par réentrée orthodromique qui utilise un Kent latéral gauche. Or, ici, on entraîne cette tachycardie par réentrée orthodromique par un cathéter qui est dans le ventricule droit, et ce cathéter dans le ventricule droit, il est quand même relativement à distance de ce circuit, il n'est pas juste à côté du circuit, ce qui explique ce PPI long. Ici, en fait, l'erreur, ça a été tout simplement de mesurer le PPI. Pourquoi? Quand on regarde la tachycardie qui est juste là, on a une tachycardie avec une activation atriale qui est excentrique. Vous voyez bien que la première activité atriale, elle est sur le sinus distal, puis sur le sinus moyen, puis sur le sinus proximal, puis sur le IS. Cette activité atriale excentrique, en fait, elle ne peut pas être en rapport avec une tachycardie par réentrée intranodale. Là, le diagnostic de tachycardie par réentrée intranodale, ce n'est pas possible. Et en fait, les seuls diagnostics qui vous restent, c'est ceux de tachycardie atriale ou de tachycardie par réentrée orthodromique. Et en fait, dans ce cas-là, juste la séquence de retour de type VAH vous suffit à avoir votre diagnostic qui est celui de tachycardie par réentrée orthodromique et qui n'est pas celui d'une tachycardie atriale. Le message ici, c'est aussi l'importance du site de stimulation dans l'entraînement ventriculaire. Ici, typiquement, on est en phase d'une tachycardie avec une activation atriale excentrique, ce qui veut dire que la toute première activité atriale, la remontée atriale, elle se fait au niveau latéral gauche. Et pour avoir un PPI précis, si on avait voulu avoir un entraînement précis avec un PPI précis, il aurait fallu stimuler le ventricule en regard de la première activation atriale, en regard de la première remontée atriale, et c'est-à-dire qu'il aurait fallu, dans ce cas-là, si on avait voulu avoir un PPI précis, stimuler le ventricule gauche, et si on avait stimulé le ventricule gauche, on aurait effectivement eu un PPI court qui aurait donné le diagnostic. Et c'est pour ça aussi que ça vous explique pourquoi depuis le début je vous dis que cette manœuvre, l'entraînement ventriculaire, qui est réalisé de manière générale quand même à travers un cathéter dans le ventricule droit, il a un intérêt chez les patients ayant une tachycardie avec une activation atriale qui est concentrique, parce que dans le cas de l'activation atriale concentrique, la première activité atriale ou la remontée atriale, elle est soit à droite, soit au niveau septal, ce qui la rend pas très loin du cathéter du ventricule droit. Une autre situation à connaître, ici on a une tachycardie régulière avec un rapport VA en 1 pour 1, un ventricule pour une oreillette, un ventricule pour une oreillette, de cycle 300 millisecondes, et cette tachycardie elle est entraînée avec succès à un cycle de 270 millisecondes. Vous voyez que les oreillettes sont bien accélérées à 270 millisecondes. On regarde le cycle de retour, on a un cycle de retour de type V, A, H, ou alors V, A, V, et donc, c'est une tachycardie par réentrée orthodromique ou une tachycardie par réentrée intranodale. On va mesurer le PPI. Le PPI, il est à 440 millisecondes. Le PPI moins TCL, il est à 440 moins 300, il est égal à 140 millisecondes, ce qui est long, et ce qui est donc en faveur d'une tachycardie par réentrée intranodale.
Or, vous voyez bien qu'ici, je vous dessine une tachycardie par réentrée orthodromique, donc il y a une erreur, mais d'où vient-elle? Je vous explique. Quand on entraîne la tachycardie à un cycle de 270 millisecondes, par définition, on accélère aussi l'oreillette à 270 millisecondes. Or, le nœud auriculo-ventriculaire qui est juste ici, en tachycardie spontanée, il conduisait un influx atrial qui allait à 300 millisecondes, et en entraînement ventriculaire, il doit conduire un influx atrial qui va plus vite, qui va à 270 millisecondes au lieu de 300. Or, on l'a déjà vu, le nœud il a des propriétés décrémentielles, et le nœud auriculo-ventriculaire il risque de conduire moins rapidement l'influx qui va à 270 millisecondes, qui est bien plus rapide que l'influx qui va à 300 millisecondes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve ici chez ce patient. Ce patient-là, en tachycardie spontanée, il a AH à 80 millisecondes, et en entraînement ventriculaire, quand l'oreillette va plus vite à 270 millisecondes, le AH il est plus lent, il est à 130 millisecondes, et donc effectivement, le nœud a ralenti la conduction en entraînement ventriculaire. Et la situation pourrait même être pire chez les patients. Il y a des patients qui ont une tachycardie par réentrée orthodromique et qui ont en plus de ça une dualité nodale. Si chez ces patients-là, ce qu'on peut avoir comme situation, c'est en tachycardie, l'influx en tachycardie spontanée, l'influx atrial, il descend par une voie rapide, alors que en stimulation ventriculaire, l'influx atrial, il descend par la voie lente, ce qui fait un allongement majeur de la conduction. Or, cet allongement de la conduction par le nœud, il allonge entre guillemets artificiellement le PPI, puisque cet allongement du PPI il n'est pas dû à une distance du site de stimulation par rapport au circuit. Et donc, pour obtenir le vrai PPI, encore une fois entre guillemets, il faut corriger ce PPI. Et la correction de PPI, elle se fait en prenant en compte cet allongement de la conduction nodale. Donc, pour prendre en compte l'allongement de la conduction nodale, il faut voir la différence entre la conduction nodale en tachycardie et la conduction nodale en entraînement ventriculaire. Pour ça, vous prenez le AH en tachycardie, ici il est à 80 millisecondes, et vous prenez le AH de la dernière oreillette entraînée. Donc vous trouvez la dernière oreillette entraînée, c'est celle-là, et vous regardez le AH en rapport. Ici elle a 130 millisecondes. Et donc l'allongement de la conduction nodale entre l'entraînement et la tachycardie spontanée, il est de 130 moins 80 millisecondes, il est à 50 millisecondes. Le AH, il est donc c'est allongé de 50 millisecondes. Et donc la correction du PPI, le PPI corrigé, c'est 140 millisecondes, c'est le PPI qu'on a mesuré, moins l'allongement du AH, moins 50 millisecondes, il est à 90 millisecondes. Donc le PPI moins TCL corrigé, il est à 90 millisecondes, et on passe de lent à court, en termes de définition, 90 millisecondes c'est moins de 110 millisecondes, et on retrouve le vrai diagnostic, c'est celui de tachycardie par réentrée orthodromique. Cette situation elle vous explique également pourquoi il n'est pas possible d'interpréter cette manœuvre pour les voies accessoires décrémentielles. Alors, pour l'instant, on n'a pas parlé de voies accessoires décrémentielles, hein, sans vouloir vous embrouiller. On parlera des voies accessoires décrémentielles dans des prochaines vidéos. On arrive ainsi à la fin de cette vidéo. Donc l'entraînement au l'overdrive ventriculaire, c'est donc la manœuvre à maîtriser en tout premier dans une exploration de tachycardie avec une interprétation qui est relativement facile, hein, qui dépend d'une part de la séquence de retour et d'autre part de la mesure du PPI moins TCL. Par contre, j'insiste, hein, il faut malgré tout être très rigoureux pour éviter de se faire avoir parce qu'on peut se faire piéger très facilement comme je vous l'ai montré. Je vous conseille d'ailleurs toujours de mesurer les cycles atriaux et ventriculaires en fin de stimulation pour d'une part vous assurer de la capture et d'autre part d'identifier la dernière oreillette stimulée. Sur la deuxième partie de l'overdrive ventriculaire, sur la deuxième vidéo, je vous parlerai des spécificités un peu plus techniques de cet entraînement ventriculaire. Merci encore pour votre attention, merci pour vos messages d'ailleurs et pour vos likes, et je vous dis à bientôt.